Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier. Donc encore une fois aujourd'hui en compagnie de mon collègue Gabriel. Salut tout le monde, salut JP. Et pour ce 23e épisode de la saison 5, vous allez voir, là, les prochaines semaines vont nous amener vers le classique, là, la fin de la saison 5, le début de la saison 6. C'est également la période du temps des fêtes. Donc vous allez voir, là, on va faire un peu des sujets qui sont un petit peu plus décontractés. Là, on a déjà une petite idée de la répartition des sujets. Et pour ceux qui se le demandent, les habitués le savent, chaque fin de saison et début d'une nouvelle amène souvent un épisode de discussion sur des stocks ou de stock picking. Donc c'est certain que ça fait partie des épisodes qui vont venir là, d'ici au nouvel an. Mais pour aujourd'hui, là, on vous lance le 23e épisode là, de la saison 5 avec deux au son de la cloche. Le deuxième est encore une fois un au son de la cloche alternatif. Gab veut qu'on continue de l'appeler dans l'œil d'un loup. Là. C'était un des un des segments fondateurs qui n'a pas passé. Certains se souviendront du au son de la cloche et du fameux Dans vos poches qui lui a fonctionné mais ne roule plus autant qu'on le faisait à l'époque. Lors de la première saison, on voulait aussi lancer le Dans l'œil d'un loup pour faire la couverture de certains hommes et femmes d'affaires. Eh bien, on le relance, mais j'avoue que je ne vais jamais approuver qu'on le dénomme officiellement Dans l'œil d'un loup. Donc aujourd'hui, ce sera deux au son de la cloche, mais le deuxième sera un volet, là, une petite mention sur une personnalité connue. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas la raison pour laquelle on n'a pas gardé l'œil d'un loup, en fait, c'est que j'ai perdu le jingle, en fait, tout simplement. Ouais, mais là, c'est exact. Puis c'était juste un bon vieux jingle très générique d'un son d'un loup là, qui était absolument. C'était vraiment banal. Là. Donc, on est passé à autre chose, là, mais bonne chose. Bref, tout ça pour dire que donc deux au son de la gauche aujourd'hui. Et étant donné qu'il va y avoir un petit peu d'opinion et plus que dans certains derniers épisodes, là, des discussions sur des compagnies listées, je vais te laisser Gab faire le disclaimer de début d'épisode. Ouais, pour le coup, si c'est clair qui sera utile pour cette semaine, oubliez pas que tout ce qu'on parle dans l'état financier, vous le savez, il s'agit que de notre opinion personnelle, il ne s'agit pas d'une recommandation officielle de placement. On vous invite toujours à prendre contact avec un expert, quiconque qui est autorisé aussi à vous émettre les dites recommandations. Lui seul ou elle seule sera en mesure de déterminer avec vous les meilleures options disponibles pour votre profil d'investisseur. Et je remercie en tout cas déjà pour aussi, comme vous le savez d'habitude, vous remercier pour les écoutes. Très satisfait. En tout cas, ça remonte avec peut-être l'approche des fêtes, le nombre d'écoutes. Donc, ravi de vous voir aussi nombreux à écouter notre contenu ou à nous regarder, en tout cas sur YouTube. Ça nous fera plaisir, en tout cas, de voir aussi votre opinion aussi dans les commentaires. On continue aussi à les lire et à recevoir aussi vos courriels, si le cas échéant. Puis je pense que JP, on est prêt à lancer, qu'est-ce que t'en dis, le jingle? Absolument. Donc, commençons l'épisode avec le premier au son de la cloche. Parfait. Donc, le sujet est un peu en format entonnoir. Là, on va peut-être ratisser un petit peu large, mais on veut parler, bon, de la Suisse en tant que telle, des banques suisses, et vous allez voir un peu où je m'en vais avec ça. Là, on veut parler plus globalement du contexte fiscal, là, de l'avantage qu'il y avait à l'époque et peut-être encore maintenant. C'est un peu ça la trame, là, mais est-il toujours aussi intéressant d'avoir un compte en Suisse? Ce n'est pas... encore une fois, c'est une question qu'on se pose sans en avoir et sans être en position d'en avoir. Là. Donc, c'est un petit peu la question que Peut-être un certains jour, JP, tu ne nous le dis pas, mais c'était... J'allais dire certains de nos de ces chères personnes qui ont été nommées dans les Panama Papers, etc., là, se sont posés dans leur vie. Là. Mais c'est un peu de voir bon où est-ce qu'on en est au niveau de la Suisse. Il y a eu beaucoup d'encre là, qui a été utilisée pour écrire des articles autant papier que numérique, surtout numérique maintenant, on va se le dire, au niveau de la finance sur les banques suisses, entre autres Crédit Suisse. Là. Qui a eu beaucoup de retombées cette année avec la publication, là, comme à l'habitude, la sortie publique de plusieurs comptes de personnalités ou d'individus qui sont des non-nationaux suisses et qui détenaient là, des milliards et des milliards de dollars dans des comptes au niveau de Crédit Suisse. Donc c'est un petit peu ça, là, c'est de couvrir un petit peu c'est la Suisse qui est à la base. Là. La raison pourquoi est-ce que la Suisse et le terme paradis fiscal est un petit peu dur à définir, donc on va quand même l'utiliser dans ce contexte-ci tout de même. Là, mais c'est certain qu'il faut se rappeler, il faut retourner très loin. De certains, je lisais un petit peu là-dessus en préparant les notes, puis on voyait que la Suisse à la base, la trame a commencé même avec les rois français là, qui utilisaient entre autres là, justement ce petit pays, là, cette petite zone. Dans les Alpes comme un refuge là, pour leur fortune physique en grande partie, là, et qui par la suite a évolué là, dans les années 1700, dans les années 1800, dans les années 1900, ça n'a pas arrêté à ce que de plus en plus de personnes continuent à maintenir cette trame-là de
d'investir ou du moins d'avoir la majeure partie de leur richesse dans ce pays-là. Et au final, on a vu une loi là, qui a été passée par la suite pour, je pense que c'est en 1934 là, que le secteur de la finance en Suisse a fait passer là, une loi sur la... En fait, c'est le Swiss Banking Act qui est vraiment basé sur la protection des informations des clients ou des personnes qui investissent dans des banques ou qui déposent de l'argent dans les banques suisses entre l'institution et eux-mêmes. Donc, le fait de ne pas pouvoir partager l'information à des tierces parties et à un certain point, même, je pense qu'il y a des pénalités monétaires et même un risque de prison pour des personnes qui obtiendraient cette information-là. Ça ne protège pas d'ailleurs le journalisme de mémoire. Donc un journaliste qui obtiendrait de l'information pourrait en quelque sorte être accusé en Suisse, par exemple, étant donné que cette information-là aurait dû rester entre l'institution et le client. Donc cette espèce de protection-là, cette loi qui vraiment protège le fait d'avoir un contexte extrêmement restrictif au niveau de la logique privée de l'information des clients, a amené, je pense, là, présentement, juste après les îles Caïmans et les États-Unis, je pense que c'est le troisième pays là, qui a la plus grande protection des informations personnelles de clients bancaires ou d'institutions financières au monde. Et c'est vraiment là-dessus, c'est en bon anglais le backbone de ce que la Suisse a pu faire, et c'est un petit peu aussi ce qui a entraîné la capacité pour des grosses banques comme UBS et comme Crédit Suisse, justement, de pouvoir développer leurs actifs, développer leur grand secteur là, du patrimoine privé. De mémoire, là, pour vous donner une idée, le secteur financier est une industrie qui représente 10% du PIB suisse, donc c'est pas n'importe quoi, ça crée énormément d'emplois, ça crée énormément de richesses. Les banques suisses, il y en a 243 au total. Mais on parle vraiment là, d'une totalité de clients qui ne sont pas, encore une fois, nationaux. C'est un peu ça le problème, c'est le fait que les clients ne sont pas nationaux. Je pense que près de la moitié des actifs sous gestion dans des banques suisses sont détenus ou sont sous la détention là, ou sont la propriété de clients qui sont non nationaux suisses. Donc c'est un peu ça la problématique, c'est de là la trame. Donc ça fait depuis des années, depuis, comme on l'a dit, 1934 qu'une loi est en place, et c'est sur cette loi-là que le secteur financier et les grandes banques ont pu s'implémenter. Et c'est là un petit peu où tout le contexte de whistleblowing en bon anglais, là, mais également le journalisme financier qui sort de plus en plus, qui met au jour là, des personnes qui profitent du système bancaire suisse, qui profitent également des lois fiscales suisses pour éviter justement de payer des impôts dans leur pays d'origine ou dans leur pays de travail au final, vient vraiment être le problème. Donc la question vient vraiment de se demander, est-ce que le système financier est le problème et la loi sur la protection des données privées, ou bien est-ce que c'est plus le fait de pouvoir bénéficier en tant que non-résident, par exemple, de la Suisse ou non-national de la Suisse, d'avantages fiscaux? Moi, je pense que la problématique, à mon avis, puis c'est pas un place au débat qu'on voulait faire, là, mais à mon avis, un système financier qui est basé sur la protection du data, c'est pas mauvais. Des données personnelles, c'est pas mauvais. Au contraire, c'est ce qu'on aimerait dans la majorité des secteurs financiers. Je pense surtout que c'est l'avantage plus du côté fiscal qui vient créer vraiment ce perfect storm, si on peut dire en Suisse, et qui est vraiment la trame de base de plusieurs investigations et de plusieurs recours de la part d'entités fiscales de pays étrangers. Les États-Unis, entre autres, ont essayé de recourir, ont donné des pénalités quand même assez majeures à Crédit Suisse, justement, au début de l'année, du fait, justement, qu'ils protégeaient l'information de plusieurs nationaux américains. Là. Ouais, bah, tu as bien tout léché, en fait, le gros problème, en fait, de la Suisse, qui est, en fait, le secret bancaire, en fait. C'est vraiment la clé, en fait, pour la raison pour laquelle la Suisse est considérée toujours aujourd'hui comme un paradis fiscal, même si ce n'en est pas un d'un point de vue de la loi de l'impôt, en fait. Oublions pas que c'est pas mauvais, c'est pas illégal d'avoir un compte en Suisse. Ce qui est illégal, c'est que comme bénéficiaire, en tout cas, du secret bancaire, pour dissimuler des revenus euh, que tu serais censé gagner. Donc, par exemple, si tu fais des placements suisses, normalement, ces derniers, les intérêts, en tout cas, sont imposables dans ton pays de résidence. Enfin, selon la convention fiscale qui est en vigueur. Parce que là, on ramène une nouvelle complexité parce que certains pays, en fait, ont ce qu'on appelle des conventions fiscales, c'est-à-dire des accords qui protègent, en tout cas, et qui définissent dans quel pays sont imposables ces revenus-là. Mais bon, dans la plupart du temps, quand tu fais des placements, quel que soit ton pays, c'est dans ton pays de résidence. Mais la seule exception, vous le savez, on l'a dit plusieurs fois, en tout cas dans le podcast, à mon souvenir, la seule exception, c'est les États-Unis d'Amérique qui, eux, imposent sur la citoyenneté. Quel que soit où tu te trouves, en fait, tu es imposable aux États-Unis. Et c'est vrai que bah, depuis
les années 2010, ça va être l'imposition de la fameuse loi FATCA, qui est, peut-être vous avez déjà entendu parler, donc le Foreign Account Tax Compliance Act, je crois que c'est un truc comme ça. Et ben, ce dernier, en fait, a automatisé la divulgation en fait, des renseignements des clients en fait, américains, quel que soit où ce qui se trouve en fait dans le monde. Tu es obligé de le déclarer et cette information est envoyée au fisc américain, au département du Trésor. Donc, c'est obligatoire et les banques ne sont pas autorisées à faire affaire aux États-Unis si tu ne te conformes pas à cette législation-là. Donc, ça peut être évidemment très grave, évidemment, pour ces institutions bancaires, par exemple UBS, elles n'ont pas le choix de le reporter. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, bah, le secteur bancaire suisse avait bénéficié d'une très forte, d'une très grosse vigueur pendant des années, depuis que tu l'as dit, depuis toujours, en fait, depuis l'époque médiévale où ce pays était considéré d'ailleurs pays superbe, d'ailleurs que je souhaiterais visiter plus souvent si le temps me le permet, là, mais dans le futur. Si aussi la maladie s'en va aussi, je le souhaite, là, mais ça va mieux pour ceux qui se posent la question, là, ça vous inquiétez pas. Euh, mais c'est un pays, en tout cas, qui est protégé, entre guillemets, naturellement, et c'est la raison pour laquelle aussi c'est considéré un peu comme un safe haven, comme tu l'as dit, JP. Là. Donc, c'est intéressant, et puis c'est vrai ce qui se passe aujourd'hui avec les fameux Swiss Papers, tu en as mentionné un mot, là, mais cette fameuse divulgation qui avait été faite par le Consortium international des journalistes d'investigation, en collaboration, je crois, avec le journal Le Monde en France, et ben, ils avaient divulgué en fait des listes de centaines de clients hyper importants qui dissimulaient en fait leur argent en Suisse et donc du coup évidemment qui bénéficiaient, si tu veux, de ce secret bancaire pour pouvoir évidemment cacher de l'argent. Évidemment, ce sont des gens qui ont beaucoup d'argent. Je crois que c'est en connexion avec la banque HSBC pour le coup cette fuite-là. Donc à voir évidemment ce qui se passe. Je pense que aujourd'hui, l'intérêt du secret bancaire est beaucoup plus réduit, étant donné que cette divulgation est quasiment automatique maintenant dans la plupart des pays. Donc, est-ce qu'il y a réellement un intérêt à le faire? Je pense non, mais bon, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de pays, comme tu l'as dit, où il y a encore une législation très avantageuse. Je vais en citer un exemple, mais par exemple le Luxembourg ou le Liechtenstein sont deux exemples de pays qui sont extrêmement safe, entre guillemets, pour la protection des renseignements personnels. Mais bon, comme tu le sais, ça implique pas que tu dois évidemment déclarer tes obligations fiscales, quoi qu'il arrive. Exact. Tu sais, je pense qu'un des problèmes, il faut le soulever, là, la Suisse, on estime à peu près là, par année que c'est 21 milliards de dollars US là, qui sont perdus en revenus d'impôts par plusieurs pays à travers le monde. Les États-Unis, c'est un contexte, mais moi, ma vision vient beaucoup de... En fait, j'ai deux visions qui font en sorte que le secret bancaire en Suisse et les avantages fiscaux liés à la Suisse également sont problématiques. Premièrement, les clients, c'est pas tous des richissimes familles ou des riches individus qui ont fait de l'argent de manière légale dans le sport pour ne pas cibler personne, dont Cristiano Ronaldo qui s'enligne pour signer un contrat absolument ridicule en Arabie Saoudite, si je me trompe pas, mais c'est pas seulement des personnes qui ont fait fortune dans des emplois entre guillemets légitimes. Tu l'as nommé, HSBC avait fait un peu de bruit là-dessus en Amérique du Nord là, et même en Amérique plus globalement. C'est un petit peu le même cas pour Crédit Suisse et peut-être même UBS, là, mais Crédit Suisse est beaucoup pointé du doigt dans ce genre de situation-là. Des personnes qui sont liées au trafic de la drogue, ou même au trafic humain et tout. Donc, toutes les industries qui sont illégales, là, c'est même pas, j'appelle ça une industrie, mais ça devrait même pas être libellé de cette manière-là. Là. Mais il y a beaucoup de personnes qui en profitent de ça parce que le secret bancaire, c'est la clé un petit peu de ces industries-là. Donc la Suisse peut, en bon anglais on dit enable, là, mais c'est un peu permettre ce genre de... Bah, le blanchiment d'argent, hein, tout Ben, le blanchiment simplement. d'argent, la corruption, etc. Là, mais tu sais, des personnes qui justement veulent camoufler la source de leurs activités, mais c'est pas mauvais d'avoir un secret bancaire qui est prédominant, en plus d'avoir des avantages fiscaux qui sont tout à fait favorables. Donc, il y a ce côté-là que j'aime pas. Donc, la base de clients qui est à considérer, pas seulement des riches, des richissimes familles ou des riches personnes qui ont obtenu l'argent sous des formes légitimes. Et l'autre volet également, c'est, il faut pas oublier, le secret bancaire et les avantages fiscaux de la Suisse vont aussi réduire justement les revenus de taxes, comme je l'ai mentionné, mais pas seulement aux États-Unis. Les États-Unis, oui, en perdent des revenus de taxes à l'étranger, mais à la limite, ils vont en avoir pareil avec la population qu'ils ont et globalement la moyenne de richesse, là, si on peut dire, des habitants ou des Américains.
il y a des plus petits pays qui en ont besoin de cet argent-là, ou que, tu sais, si la majorité ou plusieurs riches familles ou riches individus de pays qui sont en développement, par exemple, envoient leur fortune dans des banques suisses et ne payent pas d'impôts dans leur pays local, ça a un impact quand même assez significatif. Donc, il y a aussi ce volet-là que le revenu de taxe a une importance significative pour le développement de pays, justement, qui en ont beaucoup plus besoin que les États-Unis. Donc, c'est là où j'espère que la réglementation, comme tu mentionnais, là, en français, je pense qu'on dit le RPC-FAT, là, de ce que tu mentionnais tout à l'heure, là, mais je pense qu'il y a cette divulgation-là que les États-Unis demandent pour qu'une banque puisse faire affaire avec les États-Unis va prendre sa pertinence et, espérons-le, va réduire le secret bancaire pour fin négative, si on peut dire, là, au niveau de la Suisse, parce qu'encore une fois, le secret bancaire en soi n'est pas mauvais, à mon avis, et va également favoriser un retour, là, justement, des revenus de taxes réguliers ou juste qu'un pays devrait avoir, surtout pour les pays en développement ou les pays du tiers-monde, par exemple. Je pense que c'est beaucoup plus significatif à ce moment-là. Maintenant, solution miracle, peut-être pas. Encore une fois, on l'a dit que ça faisait des centaines d'années que cette trame-là existait depuis le fait que les lingots d'or de la royauté française étaient déposés justement dans un coin qui était absolument hors d'accès dans les Alpes. Donc c'est sûr qu'il y a quand même un historique qui montre que c'est pas quelque chose qui va être facile à changer. Et si la Suisse est soudainement moins un secret bancaire qui est plus faible et a des avantages fiscaux qui sont moins, il va y avoir une autre juridiction qui va faire la même chose. On en parlait des îles Caïmans, etc. Les Bermudes, il y a d'autres places qui vont exister. C'est un petit peu ça la logique, là. Donc je pense que le contrôle est intéressant, mais qu'il y a quand même des manières pour les personnes qui veulent faire de l'évasion fiscale et les personnes qui veulent profiter du secret bancaire pour des fins qui ne sont pas nécessairement honnêtes. Il va y avoir d'autres opportunités, d'autres juridictions qui vont le permettre. Donc c'est sûr que la Suisse a le dos large, encore une fois, parce que c'est un pays de l'Union européenne, un pays développé et un pays qui est vraiment au milieu de bien des choses au niveau de l'Union européenne, mais également dans la business. Le CHF, la devise, est une devise clé également dans le système financier, donc je pense que c'est un peu difficile de juste pointer du doigt la Suisse, mais je pense que c'est son ampleur dans le système financier, dans l'économie mondiale, qui la met un petit peu comme target en bon anglais, justement, de la problématique, mais je ne pense pas qu'il y a une résolution facile à faire au niveau du système, et je ne pense pas non plus... En fait, c'est un peu de dire... C'est dur de reprocher à un système financier qui est basé sur le secret bancaire d'être une source de problème pour l'évasion fiscale. C'est une corrélation, là, on est d'accord. Mais encore une fois, je pense que de prime abord, le secret bancaire n'est pas une mauvaise chose à mon avis. Ouais, ben, c'est surtout pas une mauvaise chose, évidemment, aussi pour l'économie locale, parce que on sait que la Suisse aussi, c'est un pays qui est très... euh, je dirais c'est quand même déjà 10% du PIB suisse. Hein. C'est une économie qui, évidemment, ne peut pas faire grand-chose, comme c'est un pays enclavé, comme tu l'as dit. Hein. C'est d'ailleurs en plein milieu de l'Union européenne. La Suisse ne fait pas partie de l'Union européenne, elle fait partie de la zone Schengen. Et puis elle fait partie, je crois, à mon souvenir, de l'espace économique européen. Donc tu peux te déplacer, les hommes peuvent se déplacer, les marchandises aussi, mais tu peux pas, évidemment, tu peux pas voter si tu es par exemple français et que tu habites en Suisse, tu ne peux pas voter puisque tu n'es pas citoyen suisse. Enfin, c'est un peu la petite exception. Mais ce pays-là, évidemment, est très dépendant du luxe, on sait, pour les fameuses montres suisses, pour une industrie, l'industrie agroalimentaire, mais surtout le chocolat. On sait que c'est un très gros pays pour ça, enfin, aussi tout ce qui est les fromages, etc. Et c'est vrai que le système bancaire, c'est quasiment 10%, c'est ça, en tout cas du PIB. Donc, abandonner le seul avantage que tu as, c'est clair que ça compromettrait évidemment des cantons qui sont très dépendants évidemment de cette ressource-là, surtout la région de Zurich, qui est évidemment, pour le coup, qui est en Suisse germanophone, pour le coup, qui est là où il y a toutes les grandes banques suisses, donc, dont UBS et Crédit Suisse, mais aussi le canton de Genève, donc, qui est pour le coup frontalier de la France, là, qui est pour le coup très dépendant lui aussi du système bancaire roman. Donc c'est un peu... c'est clair que ça aurait un impact évidemment d'un point de vue économique sur la situation de la région, là, si jamais évidemment les mesures venaient à durcir, mais elles ont déjà été durcies, ce qui fait que par exemple pour les Français, par exemple, ça n'a plus l'intérêt que ça fut le cas par le passé. Donc c'est des questions en tout cas plus pour qui vont se poser par exemple pour des clients internationaux, comme tu as dit, de pays un peu loufoques. Par exemple la Russie ou tout ce qui est l'ancien bloc de l'Est, là où clairement s'il y a des filières même de blanchiment d'argent qui peuvent exister, mais
On va voir ce qui va se passer. Je pense que pour le coup, je ne sais pas trop si on va faire un épisode futur, en tout cas sur la Suisse, mais c'est un pays qui m'intéresse en tout cas. Donc ça m'a fait plaisir en tout cas de pouvoir en discuter aujourd'hui avec toi, JP, là. Exact. Tu sais, je pense que la conclusion de notre question initiale, c'est est-ce que c'est toujours en cours? Oui. À mon avis, est-ce que ça va toujours l'être dans 10 ans? Absolument. Tu sais, je pense que c'est difficile de voir un changement de vision au niveau du système financier et des avantages fiscaux en Suisse. Donc, espérons encore une fois que plus globalement, aucun pays ne va en perdre drastiquement et qu'il va y avoir des mouvements encore plus significatifs de fonds que ce qui est connu présentement. Et espérons surtout, je pense que ça c'est une des trames et en tant que personne qui faisons des podcasts, on peut aussi l'espérer, mais espérons que les whistleblowers et que le journalisme puissent être permis si quelqu'un a un lead et une information qui est pertinente et que l'information qui est publiée est juste et encore une fois bonne pour le grand public, mais je pense que c'est bien si ça peut être fait sans avoir un risque de sanction ou d'amende significative, comme ça pourrait être le cas selon la législation actuelle en Suisse. Donc c'est un petit peu ça, là, espérons la liberté d'expression du moins pour le secret, pour l'analyse du secret bancaire et des avantages fiscaux en Suisse est toujours une bonne chose et permet encore une fois plusieurs bons papiers à lire là-dessus et on vous invite bien évidemment à les lire. On avait fait des épisodes justement sur les Panama Papers qui était un autre contexte, mais également comme tu l'as mentionné là, sur les papiers suisses, donc plusieurs bons documents à lire, plusieurs bons journalistes qui sont là-dessus. Mais passons maintenant au deuxième segment de l'épisode d'aujourd'hui, le Au son de la cloche à nouveau. Parfait. Donc, comme on le mentionnait au début, c'est un dans l'œil d'un loup. Là, donc, on veut mettre l'emphase. C'est d'ailleurs, je pense que c'était dans la liste au tout début. On n'en a pas encore parlé une seule fois. On veut parler un peu de Richard Branson, entrepreneur self-made man et un peu homme loufoque britannique, là, qui a 72 ans et qui vit un peu sa meilleure vie, là, qui a n'importe quelle idée et qui a la fortune pour pouvoir l'implémenter. Qui est à la tête du groupe Virgin, là, qui a une quantité assez impressionnante de compagnies qui vont être à la fois des compagnies qui sont possédées là, par Virgin, comme Virgin Atlantic et Virgin Galactic. Donc Virgin Atlantic qui est une compagnie d'aviation et Galactic qui est une compagnie de tourisme aérospatial. Également, il y a Virgin Voyages, je pense, maintenant, qui vient d'être lancé ou qui va l'être sous peu, qui fait dans le monde de la croisière. Et il y a également des compagnies pour lesquelles le brand Virgin est sous forme de licence. Donc la compagnie n'est pas détenue par Virgin. C'est le cas entre autres de Virgin Mobile, je pense aux États-Unis, qui est une possession d'un fournisseur de télécommunications américain, mais qui utilise et qui licence le nom du brand Virgin justement de Branson. Branson d'ailleurs était un peu comme plusieurs entrepreneurs et richissimes entrepreneurs, a quitté l'école, je pense, au niveau du high school ou du secondaire dans le contexte francophone au Québec qu'on appelle, pour justement se lancer là, dans une petite compagnie. À la base, je pense que c'était une espèce de journal qu'il avait lancé. Et en fait, la raison derrière, en fait, le journal en question, là, que je vous ressortirai, le magazine Student qui s'appelait, et ce magazine-là a commencé à avoir des enjeux financiers autour des années 1960, et c'est là qu'il a lancé la compagnie Virgin Mail Order Records qui faisait dans la livraison, je pense, de courrier. Et c'est de là, Virgin, en fait, a commencé de là, au niveau du brand. Et la raison pourquoi c'est quand même intéressant, lui et son partenaire ont appelé ça Virgin Mail Order Records. Virgin dans le sens qu'ils étaient novices dans le monde des affaires. Et c'est de là que le nom Virgin a commencé pour la suite de son empire. Donc on parle présentement là, d'une compagnie qui détient à peu près 60 entreprises, de 49 qui utilisent le nom Virgin, puis dans plusieurs autres choses, il y a dans le monde des communications, de la radio, bref, c'est un petit peu partout. C'est également une compagnie qui fait à peu près 23 milliards de dollars par an. Et qui a quand même une structure assez intéressante. C'est un conglomérat. On pourra peut-être le décortiquer, puis chez Gab, tu vas peut-être avoir ton avis également ajouté. Là, à mon avis, c'est un conglomérat qui a été bâti avec... Ça fonctionne. Et encore une fois, je ne peux pas remettre en question du tout le fonctionnement de Virgin. Mais c'est un conglomérat qui est bâti un peu... À mon avis, la base n'est pas solide. Là. Ça a été bâti un peu par justement des décisions d'affaires de ses partenaires et de Branson lui-même, qui, tu sais, ok, je décide de me lancer dans l'aviation, j'essaie de me lancer dans les croisières, j'essaie de me lancer dans je sais pas quoi, et c'est un peu un tout qui est un peu curieux, à mon avis. C'est un peu ça ma vision, là. Souvent les conglomérats offrent une belle diversification, c'est le cas pour Virgin, mais c'est une diversification qui est, à mon avis, un peu particulière. Tu sais, la cohérence entre les différentes divisions, les différentes entités les différentes compagnies du conglomérat, à mon avis,
n'ont pas des relations très directes. Donc c'est un petit peu là que je trouve c'est intéressant de le mentionner. Puis il y a quand même un phénomène également qui est intéressant là, de voir comment est-ce que ce conglomérat-là a aussi des entités qui sont interdépendantes dans le but de justement bonifier leurs activités et de croître. Je pense que c'est un phénomène qu'on voulait parler. Là. Je nomme présentement ce que je veux discuter plus tard, là, mais le fameux système Keiretsu, là, qui est là, un système japonais bien connu. On va probablement d'ailleurs en parler pour ceux qui s'y intéressent. C'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup, là, le Keiretsu système. J'avoue que je pourrais passer la nuit à en parler s'il fallait. Mais on va en parler un petit peu, mais c'est intéressant de voir que le conglomérat Virgin a également cette logique-là, là, un peu une interdépendance entre les compagnies, le fait d'avoir des entités qui sont un peu des clients de fournisseurs et qu'il y a une compagnie financière là-dedans qui vient également contribuer à la capacité de liquidité des différentes entités. C'est beau à voir. Encore une fois, je parle de Keiretsu, je dis c'est beau à voir après avoir remis en question la pertinence globale des différentes sections du conglomérat Virgin. Vous me comprendrez tout de même, là. Mais c'est que ça montre un petit peu, à mon avis, la meilleure manière de voir Virgin en tant que conglomérat, c'est tout dans l'excentrisme de Richard Branson, et je pense que c'est un personnage que Gab, tu aimes beaucoup d'ailleurs. Oui, bah, c'est un des rares Britanniques que j'apprécie beaucoup. D'ailleurs, sans référence évidemment au match de foot qu'il va y avoir dans quelques jours contre les roast beef. Je Ouais, plaisante évidemment. ben écoutez, Je encore une plais- fois, on en parlait en off, là, mais on en parlait également avec les 2 buts, les 2 missiles d'Mbappé. Je pense que la France est entre bonnes mains d'ici à potentiellement une finale contre le Brésil. Ma prédiction vient d'être mise officiellement dans un enregistrement de podcast, là. Donc là, Euh, c'est ton bet est enregistré, mais à mon avis, Absolument. moi je pense que Brésil-France, je sais pas qui gagnerait, mais Brésil-France en finale, je le sens tout à fait. Je pense que ce, plusieurs personnes le prédisaient même avant, c'est les 2 meilleures équipes sur le gazon. ce serait beau, une revanche de 98 là, mais bon, voilà. Trêve de plaisanterie, revenons sur l'empire de Richard Branson, mais non, c'est un personnage très atypique aussi, qui a un style de vie aussi tout à fait peu commun, puisque vous le savez, ce dernier, il habite sur son île privée dans les îles Vierges britanniques, si je me souviens bien, bon, qui est quand même pour le coup un autre paradis fiscal, tiens, un lien avec la Suisse, hein, pour le... Effectivement, et c'est- aussi British Virgin Island, quand même aussi intéressant de Oui. le nommer. Ah, mais mon Dieu! Ah, ah, c'est vrai, t'as raison. Mais Mais qui n'est pas bien évidemment, n'a aucun lien avec avec le brand, mais quand même l'ironie est intéressante. non, mais c'est ça. Et puis, en tout cas, Virgin, vous le savez, le business model à l'époque, c'était le disque, hein. C'était comment dire, leur marque de fabrique, hein. Branson a fait fortune dans les records, donc tu sais, dans les maisons d'édition de disques. Vous le savez, aujourd'hui, les plus gros, à mon souvenir, c'est Universal et Sony, si je me souviens bien. Euh, et en tout cas, Virgin a eu une stratégie d'expansion, comme tu l'as dit, JP, un peu comme les conglomérats, comme on connaît. Évidemment, le plus connu, ce sont les conglomérats japonais, hein. Vous le savez, tout le monde les connaît, Toyota, Mitsubishi, etc. Toyota, vous le savez, vous pensez que c'est uniquement une marque de voiture, mais ça, j'écoutais ça pendant ma convalescence, là, mais c'est le plus gros producteur de chariots élévateurs au monde. Enfin, leur core business, c'est même pas la voiture, tu te rends compte? Donc c'est pour vous dire que c'est la même chose en tout cas pour Virgin, puisque ces deux-là, bon bah alors ok, ils avaient leur Megastore, qui d'ailleurs la plupart ont fermé, puisque le modèle évidemment du disque évidemment ne marche plus du tout, hein. Je veux dire, plus personne n'achète de disque. Mais c'est évidemment, tu l'as dit, dans tout ce qui est entertainment, dans les voyages. On sait que ils ont eu cette fameuse compagnie aérienne, Atlantique, Virgin Galactic aussi, qui serait l'espèce de compagnie de voyage dans lequel où tu peux aller dans l'espace, enfin proche de l'espace et que tu peux flotter là, avec la lévitation en gravité. Là. Donc ça doit être très très cool. Euh, Virgin, évidemment, train. Il y avait même une compagnie de train aux États-Unis, en Angleterre qui avait le nom de Richard Branson. Je pense que ça n'existe plus aussi pour des raisons de fin de contrat, là. Bon, avec la privatisation du rail britannique, ça fonctionne comme ça. Euh, etc., etc. Donc c'est un groupe qui est assez atypique justement parce qu'il réplique un modèle complètement différent d'une autre en Occident, mais vers un modèle, on va dire, assez peu commun, donc avec une compagnie justement qui va énormément se diversifier naturellement, alors que nous, au contraire, en Occident, on a tendance justement à séparer les cœurs de métier, à dire, bon, nous, qu'est-ce qu'on sait faire? Bah, c'est par exemple, je sais pas, même les grands conglomérats européens, vous les connaissez, mais par exemple, c'est LVMH, mais c'est quand même dans le luxe, tu vois, c'est très centré dans une seule industrie, qui est le luxe, etc. Virgin, pour le coup, c'est dans toutes les industries, puisqu'on parle de voyage, on parle de disques, on parle aussi d'autres ventures. Je sais qu'ils ont aussi investi énormément d'argent dans des startups Ouais, Virgin innovantes. Startups, ouais.
C'est ça. Donc, exemple le plus notoire, tiens, je reprends tes mots, JP, pour une fois. L'exemple le plus visuel que j'ai en tête, mais c'est TransferWise, c'était à l'époque, ça avait été lancé par Richard, financé par Richard Branson, qui est une espèce de compagnie, une espèce de banque en ligne pour laquelle tu peux faire des transferts. Très bon site d'ailleurs, je le recommande chaleureusement, parce que moi-même, je l'ai utilisé pendant des années en tant qu'étudiant étranger. Donc, c'est c'est un, c'est pour vous dire que cet esprit-là, je pense, est l'un des plus brillants qui existent aujourd'hui dans le monde. Et je pense qu'on pourrait le comparer un peu au Elon Musk britannique, un peu moins centré sur la tech et un peu plus diversifié au niveau de son business model. En fait, moi, je le rebaptiserais plus. En fait, tu l'as dit, là, Musk a fait dans la tech et le technique et Branson a fait dans le branding. Donc, moi, je le C'est rebaptiserais beau. Richard Branding là, parce que clairement, c'est ça. C'est n'importe quelle compagnie qui le fait. Tant que ça fit, tant que ça fonctionne un peu dans le lifestyle de Richard Branson, ça va marcher un petit peu. Donc, c'est vraiment. Moi, dès que j'ai vu que non seulement ils possédaient des compagnies, mais que Virgin licenciait leur nom, leur brand pour des services, entre autres aux États-Unis, à mon avis, ça veut tout dire. Il y avait également eu, là, et ça, encore une fois, on avait fait un épisode là-dessus, ceux que ça intéresse, vous pouvez aller le retrouver là, autour de la saison 1, je crois, ou saison 2. Il y avait aussi l'Hyperloop que Virgin avait contribué. Le Virgin Hyperloop avait été significatif dans les premiers tests. Bon, où est-ce que ça s'en va, le fameux Hyperloop que Elon Musk avait décidé de faire open source au tout début. Bon, si Elon Musk n'a pas poussé ça plus loin présentement, je pense que l'Hyperloop est peut-être un modèle de transport qui n'est pas appelé à fonctionner très très bien, mais je me souviens également de Virgin qui avait contribué beaucoup à ce niveau-ci. Donc, tu sais, Branson est un individu qui, bon, ne manque pas du tout de fonds, a fait, encore une fois, c'est un conglomérat, une compagnie qui fonctionne très bien, qui fait également des entrées et des sorties de compagnie. Là. Il y avait une division, si je ne me trompe pas, là, de Virgin Atlantic qui a été vendue, je pense, à Alaskan Airlines ou quelque chose du genre. Là. Donc, il y a quand même, au moins, ils se départissent de compagnies qui sont peut-être moins rentables. Donc, c'est tout de même intéressant comme stratégie. Au moins, ils ne sont pas statiques au niveau des compagnies qu'ils détiennent. Mais ça reste que je pense qu'il est le plus intéressant avec lui, c'est, ben, on l'a mentionné, mais Virgin Startup, c'est le fait que de par son approche et son début de carrière au niveau de l'entrepreneuriat, je trouve qu'il redonne quand même beaucoup d'argent et il contribue en investissant beaucoup dans des projets qui font bien du sens. Et il utilise également une partie de sa fortune là, pour, bien évidemment, là, faire des dons, de charité là, vers des fondations également. Donc ça, c'est toujours bien. Et il collabore également avec d'autres grandes fortunes, les Bill Gates de ce monde, sur des projets là, qui se veulent plus durables également ou plus favorables pour l'humanité que des disquaires, des compagnies d'avion et des compagnies de voyage dans l'atmosphère. Là. Donc je trouve que c'est un personnage qui est intéressant. Moi, ce que j'aime beaucoup, et je l'ai dit, c'est justement que ce conglomérat de l'externe ne tient pas à grand-chose, mais ça fonctionne très bien, ça fonctionne très bien depuis des dizaines et des dizaines d'années. Donc c'est ce que j'apprécie beaucoup de ce qu'il a monté. D'ailleurs, il faut soulever avec ses partenaires. Là. Il a beaucoup d'idées, il est vraiment à l'avant-plan de tout ce qui se passe au niveau de la compagnie Virgin. Mais bien évidemment, là, autant lui peut être branding et peut montrer le lifestyle pour justement avoir un impact sur l'image globale de la soixantaine d'entreprises sous Virgin, mais il y a quand même une excellente équipe autour de lui. J'oublie le nom d'ailleurs d'un de ses bras droits depuis bien longtemps, là, qui est quelqu'un de mémoire de plus technique, là, beaucoup plus renfermé, beaucoup moins présent sur la scène publique. Là. Donc je pense que c'est une bonne chose, il complète bien. Là. À mon avis, ça aurait été un génie du marketing pour n'importe quelle compagnie, ce Richard Branson. Mais j'ai bien hâte de voir. La suite, il ne rajeunit pas, là, comme j'ai dit, 72 ans présentement. Donc ça va être intéressant de voir souvent le quand ils ont plus vraiment. Ils n'ont plus d'argent à faire, ces personnes-là. Ils n'ont plus vraiment non plus grand-chose plus beaucoup d'impact sur l'évolution de leur compagnie principale ou de leur conglomérat dans le contexte de Branson. Donc j'ai bien hâte de voir quelles vont être ces démarches présentement, là, un peu en mode retraite, là, mais qu'est-ce qu'ils pourraient faire, quel projet ils pourraient se lancer. Je pense qu'il y a quand même des bonnes idées de compagnie. Espérons-le, certaines startups dans lesquelles il va avoir investi également vont se développer dans des grandes compagnies. Là, donc j'espère qu'il va continuer à contribuer au prochain dans le monde des startups. Je pense que c'est là qu'il peut avoir le plus grand impact. Et on en parlait beaucoup avec Musk, là, mais l'impact sur l'humanité globale, je pense que Branson, c'est surtout ça, c'est le fait d'avoir développé et appuyé la fibre entrepreneuriale, surtout en Angleterre et aux États-Unis. Je pense que ça pourrait être quelque chose qui sera un beau leg de ce loup que Gab, tu aimerais tant qu'on mentionne, qui a vraiment eu l'œil pour les startups. Ouais, bah c'est ça, c'est ce que je trouvais en tout cas intéressant de parler en tout cas du cas Branson, hein, mais
On a peut-être oublié un de ses derniers business, évidemment, que vous connaissez tous, mais Virgin Mobile, évidemment, donc la compagnie de téléphone, évidemment, qui est aussi un de ses premiers produits, en tout cas, qu'avait lancé, ce qui était assez innovant, hein, d'ailleurs, à l'époque, hein, de parier sur la technologie sans fil, tu vois, c'était très visionnaire. Alors peut-être qu'aujourd'hui, les gens vont dire, bon, Branson, il investit dans des business qui peut-être sont un peu moins intéressants. Vous ne voyez pas tout ce qui se passe derrière lui. D'ailleurs, son fameux alcoolique est le frère, à mon avis, du gouverneur de la Fed, Monsieur Powell, prénom Nick. On ne peut plus nommer dans ce podcast quelqu'un qui a comme nom de famille Powell parce que je vais m'emporter encore une fois, puis on va parler d'inflation pendant 45 minutes. Il faut Sur, arrêter. Faut sur ce, arrêter. bonne journée. faut, faut arrêter. Mais on salue Acolyte Powell qui, effectivement, doit faire un travail peut-être plus intéressant que Monsieur Powell de la Fed, qu'on salue également, mais pas pour les mêmes raisons, comme toujours. Malheureusement, tu pourrais le saluer parce que ce dernier a quitté le monde, malheureusement. Donc, ce sera malheureux, mais bon, C'est on pense à effectivement. lui. Effectivement. Il voit pas la caméra, mais je le salue. Je le Ab- salue, abs- on salue. Mais bon, Absolument. mais Mais je bon. pense que Virgin, je pense que c'est un petit peu le but également de l'épisode. Là. On n'en fait pas assez souvent là, des gros plans sur des individus. Branson, comme on l'a dit, c'était surtout pour toi, Gab. Là. Ça fait très longtemps que tu en parles. Personnage intéressant. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de choses à dire de plus là, au niveau. Moi, ce que j'aime toujours, c'est un petit peu comme on parlait avec RJR Nabisco, là, le conglomérat qui avait implosé. Là. C'est toujours ça que j'ai peur. Là. J'ai toujours un certain intérêt pour voir est-ce qu'un conglomérat comme Virgin pourrait un jour être scindé et si oui, comment ça va se produire. Parce que plus un conglomérat grossit, mais c'est sûr que les attentes sont pas très très publiques, donc ça aide la cause. Mais j'ai hâte de voir un peu qu'est-ce qui va se produire avec plus globalement un conglomérat. C'est très rare qu'un conglomérat dure pendant des centaines et des centaines d'années, là, donc il y a toujours un intérêt pour voir les subdivisions qui pourraient avoir lieu. Bref, ça c'est peut-être le seul intérêt que j'aurai pour Virgin dans les années à venir au niveau de ma carrière professionnelle en finance, sera de suivre est-ce qu'il va y avoir un jour une scission de certaines des 60 compagnies qui sont présentement brandées. On verra si ça fonctionne toujours aussi bien dans les prochaines années. Mais c'est ce qui va mettre un terme à l'épisode d'aujourd'hui. Donc, merci, comme à l'habitude, Gab, pour ta contribution à l'épisode. Pour ceux qui veulent nous écouter, d'ailleurs, ça, il faut soulever l'épisode de la semaine passée qui parlait de la FIFA a fait des chiffres assez impressionnants en une semaine sur YouTube. Là. Donc, merci à ceux qui nous écoutent sur YouTube. On le rappelle, c'est notre plateforme clé pour les commentaires, pour les échanges également lorsqu'on fait des sujets qui ont un petit peu plus d'opinion. Donc, n'hésitez pas à aller mettre un commentaire, une question, une proposition de sujet là, dans le format public des commentaires. Allez mettre un like également sur la vidéo si vous avez apprécié. Et abonnez-vous à la chaîne en mettant la cloche de notification si vous voulez être notifié dès qu'on les publie à chaque lundi présentement. Pour ceux également qui veulent faire des commentaires, des propositions de sujets, etc., même des partages d'opinions de manière plus privée, n'hésitez pas à utiliser l'adresse courriel que Gab met dans les zones de description de chaque épisode. Et sinon, comme à l'habitude, je le soulève, mais pour la majorité d'entre vous qui nous écoutent sur les plateformes audio ou les plateformes de podcast, vous pouvez nous retrouver sur Spotify, Apple Podcasts, Overcast, Deezer, etc. Comme toujours, très peu de zones de commentaires, mais n'hésitez pas à aller mettre un rating en étoiles ou un nombre des pouces ou peu importe et vous abonner aux chaînes sur les plateformes audio. Ça aide énormément également pour le référencement. Et comme à l'habitude, si les sujets vous intéressent, comme on l'a dit, on est sur le point de clôturer déjà la 5e saison avec ce qui se veut être un épisode par semaine depuis beaucoup plus longtemps. Je pense que Gab, toi et moi, on aurait pu le penser. Là. Je ne peux même Clairement. plus. Faut que je m'arrête à chaque fin de saison pour compter. On est rendu à combien d'épisodes là? Donc, on maintient la logique. On va maintenir d'ailleurs la même logique d'un épisode par semaine, comme on l'a fait dans les dernières années durant la période des fêtes. Donc, vous allez toujours retrouver un épisode du podcast, malgré le nouvel an également qui arrive aussi. Mais on va être là chaque semaine. Mais d'ici là, et peut-être Gab, tu avais un point à ajouter, je te vois à l'instant. Oui, bah sachez que peut-être en tout cas les 2 derniers épisodes de l'année, je tiens quand même à le préciser, ils risquent d'être probablement préenregistrés parce que je serai à l'extérieur du pays. Ça risque d'être compliqué, pas de réseau, donc soyez pas surpris en tout cas si peut-être les nouvelles sont pas exactement celles qu'elles sont, mais bon, tu sais, ça restera en tout cas, je pense, en lien évidemment avec l'actualité, etc., ou ce qui se passe. Donc, en tout cas, on va s'assurer que c'est du contenu de qualité. Et sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et merci, JP, pour tes gentils mots. Bonne semaine à toi. Salut!